Nous l'avons vu, le français Georges Mathieu est unanimement considéré comme le père fondateur de l'abstraction lyrique. Pourtant, si sa première utilisation du dripping, cette technique qui consiste à tremper un pinceau dans la peinture, puis à la laisser goûter ou la projeter sur le support, date de 1945, c'est seulement 3 ans plus tôt que Georges Mathieu s'était décidé à se tourner vers les arts plastiques en tant que chef de publicité d'une grande compagnie maritime américaine. Jusque-là, en digne rejeton d'une famille de banquiers aristocrates, il s'était orienté vers des études de droit, de lettres et de philosophie. Mais Georges Mathieu va épuiser sa créativité et sa vitalité dans une rivalité exacerbée avec les expressionnistes abstraits américains, Jackson Pollock en particulier. S'épuiser, car s'il semble évident qu'il a été volontairement ostracisé par le marché américain, qui souhaitait imposer New York comme nouvelle capitale des arts, il est tout aussi évident qu'il n'avait pas les moyens humains de rivaliser avec Jackson Pollock. Si celui-ci a été le peintre du chaos, alors Mathieu n'a été que le peintre de l'apparence de ce chaos, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Revendiquant la paternité du dripping, injustement selon lui, attribué à Jackson Pollock, il a quelque peu oublié que Pollock lui-même avait fini par reconnaître tout ce qu'il devait à l'Ukrainienne Janet Sobel et à ses motifs à base de projections de peinture. En 1947, à la Galerie L'Imaginaire, avec Jean-Michel Atlan, Camille Bryen, Hans Hartung, Jean-Paul Riopel et Volz, Georges Mathieu lance le mouvement de l'abstraction lyrique, tenu pour l'équivalent européen de l'action painting américain. Il y joue un rôle déterminant d'organisateur. Les premières manifestations du mouvement sont marquées par un goût immodéré de la fête et de la mise en scène, qui vont leur donner un relief retentissant. En 1956, sur la scène du théâtre Sarah Bernard, il peint en 20 minutes une toile de 4 mètres sur 12, hommage aux poètes du monde entier. Mathieu renouvellera ce type d'expérience les années suivantes, notamment à Londres avec la bataille de Hastings, mais son narcissisme teinté de dandysme lui vaudra de se faire traiter de plus grand clown peintre depuis Salvador Dali. Pourtant, son approche de la peinture et des signes est moins superficielle qu'il n'y paraît de prime abord. Sa gestuelle tout en improvisation, qui intègre un risque non négligeable, lui permet de déborder les limites de l'abstraction et de trouver une manière personnelle, véhémente, explosive, réduite aux signes essentiels, d'une violence peut-être insincère, en tout cas tempérée par le chic. Utilisant la peinture directement telle qu'elle sort des tubes, il laisse la couleur traîner sur les fonds clairs de la toile. La rapidité et la spontanéité d'exécution l'amènent à tracer de larges arabesques colorées qui suggèrent un univers cosmique et le rapprochent de la calligraphie extrême-orientale. Malheureusement, son goût pour le baroque et surtout le décorum vont s'accentuer après les années 60. La liberté que l'on appréciait dans ses œuvres disparaît progressivement au profit d'un flot de formes et de couleurs qui semble quelque peu standardisé. Comprenant enfin qu'il s'est engagé dans une impasse, Georges Mathieu délaisse alors la peinture pour le graphisme. Il commence à collaborer à plusieurs revues et réalise une série d'affiches restées fameuses pour Air France. Chaque pays est suggéré par des moyens purement graphiques qui reprennent les recettes qui ont fait sa notoriété en peinture. Pour autant, le résultat est franchement séduisant, le succès immense, et les commandes vont affluer du logo d'Antenne 2 jusqu'à la pièce de 10 francs qui circulera de 1974 à 1987 et sera l'apogée de sa gloire comme de sa carrière. Par la suite, celui qu'André Malraux nommait le premier calligraphe occidental se fera amer et discret.